La tour sud le fut en 1973 et s'élevait à 415 mètres. Il s'agissait à l'époque des plus hauts bâtiments du monde. Elles furent dessinées et conçues pour supporter de multiples impacts de Boeing 707, le plus gros appareil en service à cette époque. Une analyse du projet réalisée en 1964 affirme que les bâtiments avaient été examinés et jugés sûrs en cas de collision avec un Boeing 707 volant à 965 km/h. Seuls quelques dégâts localisés auraient été constatés, mais pas d'effondrement ni de dégâts majeurs. Un 707 possède 4 moteurs au lieu de 2 et sa vitesse de croisière est de 980 km/h. Les Boeing 767 qui ont frappé les tours nord et sud volaient respectivement à 710 et à 870 km/h. Breaking news on WCBS 880, right here, right now. Je crois que nous sommes en contact avec un témoin qui a vu ce qui s'est passé au World Trade Center. Il s'agit apparemment d'un avion de ligne intérieur qui s'est écrasé avec tant de force que les fenêtres du magasin Pick a Bagel ont volé en éclats après le bang. Tout le monde était terrorisé. Avez-vous vu quel type d'avion c'était? Non, je n'ai pas réussi. Mais c'était un petit avion. Il ressemblait à un petit avion. Mais je ne pourrais pas le certifier. On aurait dit un bimoteur de taille moyenne, de couleur gris foncé. Je ne dirais pas qu'il s'agissait d'un gros avion, mais cela ressemblait à un chasseur. Je travaille juste à côté, à Trinity Place. Nous avons entendu le premier avion, mais nous ne savions pas où il était. Comme un bruit de missile. Oh mon Dieu! Un autre avion vient juste de frapper le World Trade Center. Un autre avion, un moyen courrier incroyable. Il semblerait que de la fumée s'échappe du sol. Il y a aussi des choses qui tombent sur le sol en flammes. Un homme m'a dit qu'il se trouvait au 65e étage, près de l'ascenseur, quand celui-ci a explosé, le projetant littéralement. Une autre femme qui travaillait au 49e étage affirme avoir croisé des gens dans l'escalier avec des brûlures et des bras cassés, certains s'évanouissant à cause de la chaleur. Elle ajoute qu'il faisait très chaud et qu'il y avait beaucoup de fumée. C'est une scène atroce à laquelle nous assistons entre Broadway et Fulton. En gros, les gens courent dans la rue, on voit tous ces débris de verre au sol et une partie du World Trade Center est soufflée. Au premier impact, j'ai couru vers la fenêtre. Un feu semblait apparaître au rez-de-chaussée. Oh, attendez. Oh mon Dieu, le bâtiment s'effondre. Vous êtes là? Le bâtiment vient de tomber. Vous avez dit que ça ressemblait au 4 juillet. Vous avez entendu une grosse explosion avant que le bâtiment s'effondre? Je l'ai vu se produire en direct, et cela ressemblait au bruit de centaines de pétards que l'on allumerait en même temps. Voilà à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait au final du 4 juillet sur l'East River. Nous venons d'être témoins d'une sorte de puissante explosion secondaire. 10 heures ce matin. Elle vient de s'effondrer. Nous n'avons aucune idée de ce qui a causé cela. Cela ressemblait presque à une implosion planifiée. Comme si une équipe de démolition avait orchestré tout ça. Quand vous assistez à la démolition de vieux bâtiments qui tombent sur eux-mêmes, il n'en reste plus rien. Si vous souhaitez détruire quiconque ayant assisté à la démolition volontaire d'un bâtiment, si vous faites ça, vous devez agir sur l'infrastructure interne pour que le bâtiment s'écroule. En ce moment, la police tente de déterminer si l'explosion a été causée par l'impact de l'avion ou par une explosion au rez-de-chaussée. En général, un bâtiment qui s'effondre de cette manière semblerait indiquer qu'il s'agit d'explosions de bombes placées au sous-sol et qui auraient provoqué l'effondrement. Dans la soirée, des témoins oculaires et des experts se précipitaient pour appuyer la thèse officielle de cet événement, affirmant que l'incendie du carburant était si intense qu'il avait fait fondre la structure d'acier des tours jumelles. J'ai vu cet avion arriver de nulle part, rentrer sur un côté des tours et sortir en explosant de l'autre côté. Et ensuite, j'ai vu les deux tours s'effondrer, la première et la deuxième. À cause de la faiblesse de la structure, le feu était si intense. Quand un des avions a frappé l'une des tours, cela équivalait à un séisme de 6 degrés.
Marlene Davis est la doyenne de la faculté d'architecture de l'Université du Tennessee. Pour elle, l'édifice de 110 étages était une structure tubulaire. Cela signifie qu'il n'y a pas de colonne interne pour le soutenir. Quand nous avons vu cela hier, les gens criaient « Oh mon Dieu, il y avait une bombe! Ils ont dû mettre une bombe! Ils ont dû mettre une bombe sous le bâtiment pour terminer le travail !» Eh bien, nous avons entendu des experts à ce sujet qui précisent que le feu à ces étages atteignait certainement les 815 degrés Celsius. L'acier ne peut supporter autant parce que la structure d'acier qui supportait le bâtiment est située à l'extérieur. Et le bâtiment a commencé à fondre, à chanceler, et il est tombé. Les ingénieurs soupçonnent qu'à l'intérieur de la zone du crash, la température aurait largement dépassé les 1000 degrés, approchant peut-être les 2000 degrés, au-delà du point de fusion de l'acier. Elles n'ont peut-être pas été conçues pour encaisser de front des engins de la taille d'un 737 ou d'un Airbus. Peut-être qu'avec le plein de kérosène, l'acier fondra. Voici le professeur de physique et expert en explosifs, Van Romero. Même s'il n'y avait pas eu une seconde explosion dans le bâtiment, la manière dont l'avion a frappé celui-ci a créé une vaste zone de dégâts, tout le poids se trouvant au-dessus du point d'impact. Plus tard, cette même zone étant encore plus endommagée par le feu, la structure supérieure n'était plus soutenue. Il devait s'écrouler. De nombreuses personnes, dont certains architectes, soutenaient que les crashs d'avions n'ont jamais été pris en compte lors de la conception et que les bâtiments n'auraient jamais pu le supporter. Hyman Brown était l'ingénieur du projet des tours jumelles, le responsable du cahier des charges du bâtiment et donc du respect des normes. La structure de l'acier résiste au feu entre 1 et 2 heures, ce qui fut le cas, puis l'acier fond. Chaque tour fut construite autour d'un noyau central. C'est ce noyau qui a maintenu le bâtiment, supportant ainsi le fameux poids mort. Mais quand l'acier fond, d'après les dires de Brown, il tombe comme un domino. Brown assure que les tours ont été construites pour affronter des ouragans de 320 km/h, la tempête du siècle ou les pires maux de la nature. Mais qu'un crash d'avion n'avait jamais été envisagé. En fait, cette dernière affirmation n'est pas tout à fait exacte. Ce n'est pas l'impact de l'avion qui a provoqué la chute. Les architectes de gratte-ciel ont essayé d'anticiper des accidents d'avion. Marc Loiseau est président de la compagnie Démolition Contrôlée. Quand cette structure a été conçue, elle le fut, si j'ai bien compris, pour faire face aux accidents d'avion les plus modernes de l'époque, les Boeing 707. Les bâtiments, d'après leur conception, pouvaient supporter l'impact d'un 707 avec son plein de kérosène. C'était alors le plus gros avion en activité. Je crois que l'édifice pourrait probablement encaisser plusieurs impacts d'avion parce que cette structure est comme une moustiquaire sur votre porte. Un filet énorme et l'avion est comme un crayon perforant ce filet. John Skilling, l'ingénieur en chef des structures des tours jumelles, a déclaré au Seattle Times, après l'explosion de 1993, que si un avion frappait le bâtiment, un feu énorme se propagerait, mais la structure du bâtiment résisterait. Le 21 août 2002, l'Institut national des standards et de la technologie, le NIST, démarra son enquête. Le NIST est une agence gouvernementale qui dépend du ministère du Commerce des États-Unis. Donald Evans, qui la dirigeait alors, sera ensuite remplacé par Carlos Gutiérrez. Tous les deux furent nommés par George Bush. Pour son enquête, le NIST embaucha des labos sous-traitants pour recréer 4 modèles des tours et tester leur résistance au feu. Nous avons appris rapidement par la presse que les étages ne s'étaient pas effondrés. Ils ont testé ces modèles énormes. Ils l'étaient vraiment. Un des modèles était quasiment de taille identique au type d'étage utilisé. Et ils l'ont testé en accord avec la norme ASTM A119, l'exposant à un feu beaucoup plus long et à des températures plus élevées que celles relevées dans le World Trade Center. En août 2004, nous savions que quelque chose clochait. Le rapport définitif, qui fut présenté le 26 octobre 2005, contenait plus de 10 000 pages. Il n'explique pas la vraie raison de la chute des bâtiments. Il affirme juste de manière catégorique que le début de l'effondrement a tout entraîné avec lui. Cependant,
le rapport ne tient pas compte de la structure de maintien de la tour après que toutes les conditions menant à la chute aient été réunies et que celle-ci devint inévitable. On nous avait confié la tâche de trouver les causes de la chute. Et nous avons trouvé ce qui s'est passé et démontré scientifiquement ce qui a provoqué l'effondrement. Une fois la chute entamée, les preuves visuelles sont plutôt évidentes. Le processus n'a pas été interrompu par les étages inférieurs. Nous n'avons donc pas eu besoin de calculs pour démontrer tout cela et les vidéos sont assez explicites. Le NIST conclura qu'il n'a trouvé aucune preuve suggérant que les tours du World Trade Center ont été détruites par démolition contrôlée. Comment peut-on croire une telle affirmation? Premièrement, excepté les matériaux qui ont été expulsés à l'extérieur, les tours jumelles se sont effondrées sur elles-mêmes, symétriquement, pratiquement en chute libre. La loi de la gravitation de Newton détermine le temps que met un objet pour parcourir une certaine distance en chute libre. Un objet lâché du toit de l'une des deux tours heurterait le sol en 9,2 secondes. Le rapport de la commission sur le 11 septembre attestera qu'à 9h58, la tour sud s'est effondrée en 10 secondes. Même le NIST assure que le sommet des édifices est tombé en chute libre. Jugez vous-même. Et notre conclusion est que le bâtiment n'aurait pas dû s'écrouler si rapidement, si le feu est réellement la cause de la chute. En fait, un ingénieur en mécanique, Gordon Ross, dans la revue sur les études du 11 septembre, a fait une analyse complète basée sur la conservation de l'impulsion. Si la version officielle est correcte, alors la chaleur censée avoir provoqué la chute aurait dû produire son effet moins rapidement et de manière asymétrique. Pour que les tours s'écroulent sur elles-mêmes et se pulvérisent, comme on l'a constaté, et en observant le rôle joué par l'acier, il s'agirait d'un défaut sur une zone dans laquelle celui-ci se serait amplifié. Nous verrions alors une chute asymétrique, entraînant peut-être les sections inférieures, celles-ci se tordant sous le poids. Mais il est très inhabituel de voir la section supérieure tomber en écrasant la partie la plus résistante, qui se situait au centre de la structure. Cela n'a pas de sens. Deuxièmement, du métal fondu à plus de 1100 degrés centigrades fut découvert dans les décombres de Ground Zero, sous les tours jumelles et sous le bâtiment numéro 7. Même avec les fortes pluies du 14 et 21 décembre et un flot continu d'eau et de produits ignifuges décrits comme des lacs géants, ces feux ne seront pas éteints avant le 13 décembre 2001, devenant ainsi les plus longs incendies de l'histoire. Le kérosène des avions était-il responsable? Le docteur Frank Gale, qui travaille avec le NIST, a affirmé en 2005 « Notre instinct nous pousserait à croire que le kérosène a fondu l'acier. » Bien sûr que non. L'acier n'a pas fondu. Les températures dont nous connaissons l'existence pendant la chute des tours et dans les décombres sont physiquement inatteignables par le combustible d'un avion. C'est impossible. Je m'interroge sur les coulées d'acier fondu trouvées dans le sous-sol des tours. Moi aussi. Parlez-moi, l'avez-vous vu? Pas personnellement, mais des témoins sur place ont trouvé d'énormes flaques d'acier fondues sous les tours. Et quelques scientifiques ne croient pas que la chute des édifices ait pu faire fondre autant d'acier. En premier lieu, revenons au début, avec cette flaque d'acier fondu. Je ne connais aucun témoin oculaire qui ait pu voir cela et le relater. J'étais sur le site, là où se trouvait l'acier. Par conséquent, je ne sais pas quoi en penser. Vous descendez et vous apercevez de l'acier fondu. De l'acier fondu s'échappant des conduits. Comme dans une fonderie. Comme de la lave? Comme de la lave. Sous terre, c'était encore si chaud que du métal fondu coulait sur les côtés d'un mur du bâtiment 6. Parfois, quand ils découvrent des points chauds, tout s'arrête.
Il y avait des feux de 1100 degrés Celsius dans le sous-sol.